Ok. Ok. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le quorum est atteint. La séance du conseil municipal du 5 novembre va débuter. Avant de démarrer le point 1, juste une petite info pour rappeler que le Téléthon sera donc organisé par la ville de Lourdes cette année, mais avec des dates qui ont été avancées, 29 et 30 novembre, en raison de l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame. Donc toutes ces dates sont avancées. Juste dire que nous avons, les organisateurs du Téléthon et l'association ont besoin de dons. Et il y aura cette année 2 nouveautés. Le programme sera décliné ultérieurement, mais je voudrais insister sur 2 nouveautés. Tout d'abord, le vendredi 29 novembre, notez sur vos agendas, le vendredi 29 novembre, donc la pièce de théâtre Amour, tracas et arsenic, avec une participation de 5 € pour rentrer dans la salle. Donc j'espère que vous serez nombreux. Et la deuxième, c'est un Cluedo géant en centre-ville qui permettra, j'espère, à Madame Duchosal, la coordinatrice, qui est une femme extraordinaire, pour ne pas dire extraordinaire, qui se bat toujours pour cette cause. Les dons manquent. Voilà ce que je voulais dire. Et nous pouvons attaquer par le point numéro 1, les décisions du maire que vous pouvez faire défiler lentement, s'il vous plaît, derrière moi. Madame Mazurek est en léger retard, va nous rejoindre dans quelques instants. Nous prenons donc acte de ces décisions. Je vous remercie. Le point numéro 2, la participation au capital de la SCIC M-Pyrénées. Le groupe de presse chargé de la publication du magazine Pyrénées Magazine cherche un repreneur pour ce dernier. Pyrénées Magazine a été créé en 1989 et il constitue l'unique média papier généraliste dédié au massif pyrénéen dans son ensemble, dont la ligne éditoriale se concentre sur la découverte et la mise en valeur des richesses naturelles, culturelles, touristiques et humaines des Pyrénées. Afin que ce magazine puisse perdurer, un collectif d'acteurs pyrénéens, entreprises, collectivités abonnées, va constituer une SCIC sous forme de société par action simplifiée à capital variable. En vertu de la loi numéro 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l'objet social d'une SCIC est la production et la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif présentant un caractère d'utilité sociale et entrant dans le champ de compétences des collectivités locales et ou de leurs groupements. 3 types d'associés au minimum sont nécessaires pour constituer une SCIC: les salariés de la SCIC, les bénéficiaires du bien-service, clients, fournisseurs, habitants, et les institutionnels, collectivités territoriales, État, entreprises privées, financeurs, associations. Les collectivités locales et les établissements publics locaux peuvent devenir associés et détenir jusqu'à 50% du capital de la SCIC. En vertu des statuts de la SCIC M-Pyrénées, l'objet principal de la SCIC M-Pyrénées est de reprendre et développer le magazine Pyrénées Magazine afin d'en faire le média des Pyrénéens. L'intérêt collectif se réalisera notamment au travers des activités suivantes. Petit 1, réaliser un magazine pérenne au service du territoire de ses habitants, un magazine au service de la protection de sa biodiversité, fragile et exceptionnelle, ainsi qu'un magazine au service du rayonnement des Pyrénées. Créer et développer du lien avec la communauté des Pyrénéens, impulser un nouvel élan, une dynamique pyrénéenne en participant à des manifestations locales ou régionales diverses en partenariat avec les acteurs majeurs en place. Regrouper et impliquer les acteurs du territoire de toutes catégories, citoyens, associations, entreprises, acteurs publics, collectivités territoriales, etc. Et bien entendu, salariés et lecteurs de Pyrénées Magazine. Par ailleurs, 5 catégories d'associés sont définies, à savoir la catégorie des salariés, la catégorie des partenaires particuliers des associations, la catégorie des partenaires professionnels des entreprises, la catégorie des acteurs publics, la catégorie des lecteurs de Pyrénées Magazine,
Le capital de cette société sera constitué d'actions d'un montant de 100 € l'unité, avec une participation d'au minimum 10 actions pour les personnes morales. Il est proposé que la ville de Lourdes participe au capital de cette SCIC Pyrénées pour un montant de 2 000 €, soit 20 actions. L'Office de tourisme va délibérer prochainement sur cette même demande de partenariat au titre d'une stratégie territoriale commune en matière d'image entre la ville et l'OT. Avant le projet de délibération, avez-vous des questions? Madame Stekala-Souer. Merci. Vos remarques sont toujours très pertinentes. Et de fait, l'Office de tourisme participera aussi pour moitié à cette recapitalisation. D'autres questions? On intégrera évidemment vos remarques, Madame Stekala-Souer. D'autres questions? Pas de questions. Je passe au projet de délibération. Après consultation de la 8e commission en date du 28 octobre 2024, les membres du conseil municipal approuvent le fait que la ville de Lourdes soit associée de la SCIC Pyrénées au sein de la catégorie d'associés des acteurs publics et qu'elle participe au capital de cette SCIC Pyrénées pour un montant de 2 000 €, soit 20 actions, étant précisé que les crédits sont prévus au budget sur le compte 26 261 633 002 211. Approuve les statuts de la SCIC Pyrénées, société par action simplifiée à capital variable, joint en annexe à la présente délibération. Autorise Monsieur le maire à compléter le bulletin de souscription de part sociale en tant que collectivité territoriale, joint en annexe à la présente délibération. Autorise le maire ou l'élu ayant reçu délégation à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières découlant de la présente délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est donc adopté. Je vous remercie. Avant de passer au point numéro 3, nous n'avons pas validé le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 septembre et nous avions nommé Brian Carré-Maisonnave comme secrétaire de séance. S'il accepte, il accepte. Alors, voulez-vous revenir sur ce PV? Avez-vous des questions à poser? Il n'y a pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté et je vous remercie. Nous passons au point numéro 3. Le point numéro 3, le rapport. On a voté. Oui, on a voté sur le rapport d'activité et les comptes administratifs 2023 de la CATLP. J'espère que vous avez passé des nuits à lire tout ce document difficile à digérer, mais bon, qui fait partie aussi de la vie de la commune de Lourdes au sein de la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Donc, en vertu de l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de la CATLP, M. Gérard Tremège, a adressé le rapport d'activité ainsi que le compte administratif 2023 de la CATLP au maire de Lourdes par courrier reçu le 4 octobre 2024. Le rapport d'activité doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, ce qui est le cas au cours de laquelle les représentants de la commune au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Les documents sont accessibles au... Vous pouvez remonter un tout petit peu, s'il vous plaît, aux adresses voilà, qui s'affichent ici, que tout le monde a lu, bien évidemment, pendant des soirées. Point du feu. Donc, avez-vous des questions sur ces comptes? Il n'y a pas de questions. Qui vote contre? Je vais quand même vous lire la délibération, même si c'est très court. Nous prenons donc acte du rapport d'activité ainsi que des comptes administratifs de la CATLP et vous autorisez le maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques afférentes. Qui vote contre? S'abstient, c'est donc adopté. Le point numéro 4, je vous remercie. Le budget principal, les décisions modificatives. Je laisse, ou je cède plutôt la parole à Maître Lefort. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et D 2342-2 relatifs aux dépenses et recettes autorisées par le budget et les décisions modificatives, et vu le budget principal pour l'exercice 2024 adopté le 9 avril 2024,
nous vous proposons une décision modificative qui a pour objet de réajuster les prévisions budgétaires et permettre la prise en compte d'éléments nouveaux non intégrés dans les prévisions du budget primitif. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de voter cette décision modificative numéro 2 de l'exercice 2024 qui s'équilibre à la somme de 534 414 euros avec 71 414 euros en section d'investissement et 463 000 euros en section de fonctionnement. La section d'investissement s'élève à 71 414 euros et enregistre essentiellement des ajustements de lignes budgétaires. Des crédits complémentaires sont prévus pour financer les travaux de l'ancienne caserne des pompiers en vue de l'installation de plusieurs services début janvier 2025 et le raccordement des réseaux sur les différentes constructions à venir telles que les portes d'Espagne. La section est financée grâce à un complément du produit des amendes de police de 63 244 euros sur le montant prévu initialement au budget primitif. Et pour la section de fonctionnement qui s'équilibre à 463 000 euros, avec essentiellement une inscription complémentaire de taxes de séjour en dépenses et recettes pour pouvoir réaliser les écritures de fin d'exercice. Donc, projet de délibération, après consultation de la 8e commission en date du 28 octobre 2024, les membres du conseil municipal approuvent la décision modificative numéro 2 du budget principal 2024 de la ville de Lourdes qui s'établit à 534 414 euros en dépenses et recettes, dont 71 414 euros en section d'investissement et 463 000 euros en section de fonctionnement. Autorise les ouvertures et transferts de crédits tels que présentés dans le document budgétaire annexé et autorise Monsieur le maire ou l'élu ayant reçu délégation à signer tout acte et document découlant de la présente délibération. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Le point numéro 5, les budgets parking, l'ADM 2024-01. Monsieur Lefort, vous avez la parole. Donc également une décision modificative pour le budget parking. Et donc là, il est proposé aux membres du conseil municipal de voter la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2024 qui s'équilibre à la somme de 25 000 euros répartis en fonctionnement, donc dans les dépenses et les recettes. Et donc, elles seront réparties pour des fournitures non stockables 3 740 euros. En dépenses, taxes foncières 31 260 euros en dépenses et frais de personnel moins de 10 000 euros et donc une recette de 25 000 euros. Projet de délibération. Après consultation de la 8e commission en date du 28 octobre 2024, les membres du conseil municipal approuvent la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2024 du budget annexe des parkings qui s'équilibre à la somme de 25 000 euros. Autorise les ouvertures et transferts de crédits en section de fonctionnement, comme indiqué précédemment, et autorise Monsieur le maire ou l'élu ayant reçu délégation à signer tout acte et document découlant de la présente délibération. Avez-vous des questions? Monsieur Poc. Monsieur le maire, pardon, monsieur le maire, tout d'abord, une petite question, peut-être étais-je distrait, mais je n'ai pas entendu que vous ayez parlé des procurations. Vous avez fait le topo en début de séance. C'est possible. Je ne sais plus, je peux le redire, je ne sais plus. Non, mais c'est juste pour préciser que j'avais celle de M. Perretton, mais comme je n'ai pas je entendu... pense que oui, vous avez la procuration de M. Perretton, il me semble que je l'ai dit, mais... Pour le préciser, il me semble que vous n'avez pas fait lecture de... Mais c'est pas très grave, il faut préciser. Mais vous avez bien la procuration de M. Perretton. Je vous remercie. Deuxième chose, je profite de cette décision modificative du budget sur les parkings pour poser une question qui a trait au parking Peyramal. Serait-il possible d'avoir une idée de possible date d'ouverture, puisqu'on a vu qu'il y a pas mal de décisions qui sont passées en décision du maire sur des marchés qui ont été passés. Donc, a priori, une ouverture qui avait été prévue un peu, que vous aurez annoncé un peu plus tôt que ce qui va se passer maintenant, mais avez-vous une idée d'une date plus précise? Premier semestre de l'année 2025. Les travaux ont commencé. Vous savez, M. Poc, en France, c'est long, c'est lent et c'est lourd, mais vous avez été adjoint avant d'être conseiller aujourd'hui, donc vous savez comment ça se passe. Donc nous faisons le maximum. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que lors de notre arrivée, nous étions sur un contentieux qui traînait depuis 2018, je crois, pour mémoire, et que nous avons choisi une autre voie de sortie, c'est-à-dire la discussion, la médiation avec le groupe. Nous sommes arrivés à
avoir un accord gagnant-gagnant, parce qu'il n'y a jamais d'accord gagnant-perdant ou perdant-gagnant. Et qu'aujourd'hui, nous sommes donc en 2024, les travaux commencent, et donc à la question qui m'est posée, je pense qu'il sera ouvert, j'espère, avril-mai 2025, un premier semestre 2025 en tout cas. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. D'ailleurs, à cette occasion, nous proposerons aux Lourdais des abonnements intéressants, puisque beaucoup de Lourdais, visiblement, sont très intéressés par le fait de vouloir se garer momentanément ou en faire un parking à l'année. Et donc, nous essaierons de répondre à leurs demandes de manière intéressante. Ok, je vous remercie. Ma question ne venait pas sur l'origine du contentieux, dont vous n'êtes évidemment pas responsable. On est bien d'accord. Je n'ai pas pour habitude de tirer à boulet rouge sur mes prédécesseurs. Donc, je resterai dans une forme de dignité que vous me connaissez d'ailleurs. Mais je voulais dire quand même que, en tout cas, nous, on raisonne comme ça au sein de cette municipalité. Il vaut mieux bénéficier d'exploitation que de perte d'exploitation pendant des années pour gagner un combat qui est dans un contexte qui était vraiment inextricable, avec des batailles entre avocats de plusieurs parties. Finalement, l'essentiel, c'est que ce parking réouvre, qu'il soit bénéficiaire à la ville entière et surtout à son commerce du centre-ville, puisque les commerçants sont intéressés aussi par cette ouverture de parking, qui, j'espère, sera ouvert dans un tempo peut-être un peu avant les travaux de l'église et pour permettre donc aux visiteurs de se garer là aussi et profiter de l'église intra et extramuros. Y a-t-il d'autres questions? Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Je passe au point numéro 6, le classement dans le domaine public routier communal de la voirie cadastrée DLN 44. Monsieur Jean-Luc Daubignard, adjoint aux travaux, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre des travaux de renouvellement de la conduite d'eau potable de la Munta, monsieur André Lafont, riverain, a été contacté par le service eau assainissement de la CATLP, l'informant qu'il était propriétaire de la partie de la voie constituée par la parcelle cadastrée section DL numéro 44. Après renseignement pris auprès du service des impôts fonciers de Tarbes, la parcelle n'a jamais été cédée à la commune, l'acte n'ayant jamais été rédigé. Afin de régulariser cette situation, il est nécessaire pour la municipalité d'intégrer cette parcelle dans le domaine public routier communal. Pour réaliser ce classement dans le domaine public communal, il est nécessaire d'ouvrir une enquête publique dont la durée est fixée à 15 jours, conformément aux articles L. 141.3, 4 et 10 du Code de la voirie routière. Un commissaire enquêteur sera désigné pour arrêté municipal qui précisera l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'engager la procédure de classement dans la voirie communale de la parcelle cadastrée section DL numéro 44. Projet de délibération. Après consultation de la 4e condition, en date du 24 octobre 2024, les membres du conseil municipal décident d'engager la procédure de transfert d'office dans le domaine public routier communal de la voie privée ouverte à la circulation publique constituée par la parcelle cadastrée section DL numéro 44 et autorise monsieur le maire ou l'élu ayant reçu délégation à signer tout acte et document découlant de la présente délibération. Voilà, monsieur le maire. Merci. Avez-vous des questions? Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours vous. Oui. La dénomination de la voie impasse des Châtaigniers. Le propriétaire de la parcelle cadastrée section BI numéro 91, terrain situé le long de la route de Bartrès, a obtenu l'autorisation en 2021 d'aménager un lotissement de 3 lots individuels pour la construction de maisons d'habitation. Ces lots seront desservis par une impasse créée depuis la route de Bartrès, conformément au plan annexé à la présente délibération. Pour faciliter le repérage pour les services de secours et autres services publics ou commerciaux, et également la localisation GPS, il convient d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation, et donc de dénommer la nouvelle voie créée. Il est proposé aux membres du conseil municipal de dénommer cette voie
impasse des Châtaigniers. Projet de délibération. Après consultation de la 4e commission en date du 24 octobre 2024, les membres du conseil municipal approuvent la dénomination impasse des Châtaigniers pour la nouvelle voie privée créée depuis la route de Bartrès et desservant les 3 lots individuels destinés à la construction de maisons d'habitation, conformément au plan joint à la présente délibération. Décide de procéder à la numérotation des lots desservis par cette voie privée et autorise Monsieur le maire ou l'élu ayant reçu délégation à signer tout acte et document découlant de la présente délibération. Voilà, monsieur le maire. Merci. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Le point suivant, point numéro 8, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain de la ville de Lourdes, l'OPARU. Madame Cabane, vous avez la parole. Délibération du Conseil communautaire de la CATLP en date du 28 juin 2017. L'OPARU de la ville de Lourdes, mise en œuvre pour 5 ans, de 2019 à 2024, a été déclarée d'intérêt communautaire. La convention arrivant à échéance au 30 novembre 2024 et les objectifs ayant été atteints voire dépassés, il convient de poursuivre cette dynamique et de renouveler le dispositif. Compte tenu des enjeux et des actions que la ville de Lourdes porte au travers notamment du plan Avenir Lourdes, du schéma directeur urbain, du plan façade et d'Action Cœur de Ville, il paraît totalement fondé d'assurer par la commune le portage de l'OPARU sur son territoire, la maîtrise d'ouvrage de la future OPARU de Lourdes pourrait donc assurer par la ville de Lourdes afin de la rendre plus opérationnelle et plus efficiente. Dans ce contexte, et suite à la délibération du Conseil communautaire de la CATLP du 26 septembre 2024, il est proposé aux membres du Conseil municipal que la ville de Lourdes reprenne cette compétence. Question. Vous pouvez passer au projet de délibération. Projet de délibération, après consultation de la 5e commission en date du 18 octobre 2024, les membres du conseil municipal acceptent que la ville de Lourdes reprenne la compétence de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Et enfin, autorise monsieur le maire ou l'élu ayant reçu délégation à signer tout acte et document découlant de la présente délibération. À votre approbation, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Le point numéro 9, la convention cadre 2025-2030 sur l'utilisation de l'abattement en TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, le contrat de ville Tarbes-Hautes-Pyrénées, engagement quartier 2030. Vous avez toujours la parole, Madame Cabane. L'article 1388 bis du Code général des impôts prévoit un abattement de 30% sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situés en quartier prioritaire de la politique de la ville et ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, l'OPH 65, est signataire au 1er janvier de l'année d'imposition dans les quartiers concernés d'un contrat de ville et d'une convention annexée au contrat de ville conclue avec la commune de Lourdes, la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, le GIP politique de la ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées et le représentant de l'État dans le département des Hautes-Pyrénées, convention relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. La présente convention définit donc les modalités d'élaboration, d'application, de suivi et de bilan de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur toute la durée du contrat de ville à compter de 2025 jusqu'à 2030. Elle constitue le cadre de référence des engagements de chacun des signataires, à savoir l'État, la CATLP, la commune de Lourdes, l'OPH 65, le GIP politique de la ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées et est une annexe du contrat de ville signé le 4 avril 2024. Cette convention s'inscrit dans les orientations définies dans le contrat de ville et la démarche de gestion urbaine et sociale de proximité. Comme le prévoit le cadre national, les actions valorisables
au titre de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont les suivantes. Renforcement de la présence du personnel de proximité, formation spécifique et soutien au personnel de proximité, sur entretien, gestion des déchets encombrants et des épaves, tranquillité résidentielle, concertation, sensibilisation des locataires, animation, lien social, vivre ensemble, petits travaux d'amélioration de la qualité de service. Sur le quartier de Lofite, les actions mises en place dans le cadre du plan d'action annuel permettront d'accompagner les habitants pour que le relogement soit une étape positive dans leur parcours et d'accompagner la période de travaux liée à la démolition de Lofite. Le montant annuel d'abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties, qui s'élève en 2024 à 141 386 €, diminuera progressivement au fur et à mesure des démolitions de Lofite. Avez-vous des questions? Pas de questions. Donc, qui vote contre? Qui Je vais s'abstient? lire le projet de Oui, allez-y, délibération, pardon. Allez-y, pardon. Après consultation de la 5e commission en date du 18 octobre 2024, les membres du conseil municipal approuvent la convention cadre 2025-2030 portant sur l'utilisation de l'abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans le cadre du contrat de ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées, engagement quartier 2030, sur la commune de Lourdes. Autorise monsieur le maire ou l'élu ayant reçu délégation à signer tout acte et document découlant de la présente délibération ainsi que les avenants à la présente convention cadre. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. On continue toujours avec vous, Madame Cabane, pour le point numéro 10. C'est Monsieur Crabary qui l'a pris? Ok. Alors allez-y. Bien, merci Monsieur le maire. Suite à la refonte donc du régime indemnitaire de la filière de police municipale issue du décret 2024-614, une indemnité spéciale de fonction et d'engagement, ISFE, peut être versée aux fonctionnaires relevant de la dite filière. Elle remplace le précédent régime indemnitaire composé de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction et de l'indemnité d'administration et de technicité. Composée d'une part fixe et d'une part variable, l'ISFE s'adresse désormais à l'ensemble des fonctionnaires des cadres d'emploi de la filière de police municipale. Il appartient à l'organe délibérant de la collectivité de fixer le cadre général de l'instauration de ce nouveau régime indemnitaire dans les conditions et les limites prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. La mise en place de ce dispositif indemnitaire nécessite ainsi d'en définir les bénéficiaires et de déterminer pour chaque part le taux et le plafond, d'en préciser les conditions d'attribution et de versement, périodicité, maintien en cas d'absence, et de préciser enfin la date des faits. Sur l'article 1, pour les bénéficiaires, une indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la filière de police municipale selon les modalités précisées aux articles 2 et suivants de la présente délibération. Elle s'adresse aux fonctionnaires des cadres d'emploi suivants: cadre d'emploi des directeurs de police municipale, cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, cadre d'emploi des agents de police municipale, cadre d'emploi des gardes champêtres. L'article 2, sur les modalités et conditions d'attribution. L'ISFE est constitué d'une part fixe et d'une part variable, déterminée dans les conditions suivantes. La part fixe de l'ISFE est calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel. La part variable de l'ISFE est fixée dans la limite de montant réglementaire. Il est ainsi fixé les taux et montants plafonds comme suit. Pour les cadres d'emploi directeurs de PM, la part fixe dans la limite des taux suivants 33%, pour la part variable dans la limite des montants suivants 9 500 €. Les chefs de service de PM, 32% pour la part fixe dans la limite des taux suivants, part variable de 7 000 €. Agents de PM, part fixe 30%, part variable 5 000 €. Pour les gardes champêtres, la part fixe 30%, part variable dans la limite des montants suivants 5 000 €. La part variable de l'ISFE tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Son montant individuel est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale.
L'appréciation de l'engagement professionnel et de la manière de servir se fonde sur l'entretien professionnel et donc sur les critères d'appréciation pris en compte lors de cet entretien. Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions à un niveau supérieur. La part variable étant déterminée par la manière de servir de l'agent, elle n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Les critères sus-énumérés se traduiront dans le montant déterminé individuellement par voie d'arrêté pris par l'autorité territoriale. Les montants moyens retenus sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique. Ils feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les taux de base seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. Ils seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel. L'ISFE est cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, IHTS, attribuées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002 susvisé. Les primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés, ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail, tel que défini par le décret du 12 juillet 2001 susvisé. L'ISFE est exclusive de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et à la manière de servir. Exemple RIFSEP, IAT. Sur l'article 3, les modalités et conditions de versement. La part fixe de l'ISFE est versée mensuellement. La part variable pourra être versée mensuellement dans la limite de 50% du plafond défini à l'article 2 et pourra être complétée d'un versement annuel sans que la somme des versements ne dépasse ce même plafond. Elle pourra également être versée annuellement. Dispositif de sauvegarde, l'article 7 du décret 2024-614, lors de la première application de l'ISFE, à savoir la première année, si après application des deux parts, le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, à l'exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédemment perçu peut être conservé à titre individuel et au titre de la part variable, au-delà du pourcentage de 50%. Concernant les indisponibilités physiques, le versement de l'ISFE sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire pendant les périodes de congés annuels, RTT et autorisation exceptionnelle d'absence, congé de maternité, paternité, congé d'adoption, congé de maladie ordinaire, accident de travail, maladie professionnelle reconnue, temps partiel thérapeutique et formation. Il sera suspendu en cas de congé de longue maladie, grave maladie, maladie longue durée. Lorsque l'agent est placé rétroactivement en congé de longue maladie, grave maladie, maladie longue durée, à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire antérieurement accordé, l'ISFE qui lui a été versé durant son congé de maladie ordinaire lui demeure acquise. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. Les dispositions de la présente délibération prendront effet dès que le fournisseur du logiciel de paie de la collectivité aura procédé aux mises à jour nécessaires pour la création de ce nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2025 au plus tard. Sur le projet de délibération, après consultation de la première commission en date du 22 octobre 2024, les membres du conseil municipal décident d'instaurer le régime indemnitaire des agents appartenant à la filière police municipale dans les conditions énoncées ci-dessus, décident le versement de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement ISFE selon les périodicités et modalités indiquées ci-dessus pour chacune des deux parts, fixes et variables, et décide l'inscription au budget des crédits nécessaires, autorise Monsieur le maire à fixer un montant individuel pour chacune des deux parts aux agents bénéficiaires dans les conditions et limites énoncées ci-dessus par le biais d'un arrêté individuel, et enfin autorise Monsieur le maire ou l'élu ayant reçu délégation à signer tout acte et document découlant de la présente délibération. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Crabary. Avez-vous des questions? Pas de questions. Il y a l'IFSE pour la grande majorité des agents, et là, c'est l'ISFE, l'État français, vraiment d'une complexité. Mais c'est ainsi.
Nous passons donc au vote. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Est donc adopté. À noter que cette délibération avait été votée à l'unanimité en CST. Le point suivant, le point 11, donc nous entamons la série Madame Carrère. Donc le point 11, le recrutement d'agents recenseurs et nomination du coordonnateur communal du recensement de la population et du correspondant du répertoire des immeubles localisés et de leurs adjoints. Madame Carrère, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Le recensement partiel de la population se déroulera du 16 janvier au 22 février 2025 inclus. Aussi, il est proposé au conseil municipal de recruter 5 agents recenseurs pour l'ensemble de la population sédentaire. Ces recrutements se feront sous forme d'emplois contractuels non permanents rémunérés sur la base du premier échelon du grade d'adjoint administratif, pour un volume de 75 heures par mois, pour la période du 16 janvier au 22 février 2025, inclus pour les 5 agents chargés du recensement. À cette rémunération s'ajoutera le versement de la somme de 2,50 € par dossier complet restitué, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 100 € bruts pour couvrir les frais de déplacement des agents. La rémunération des agents sera versée au terme des opérations de recensement. Il est précisé que cette mission pourra être confiée à des agents de la collectivité. Ils percevront leur salaire mensuel habituel, auquel s'ajoutera un volume de 25 heures supplémentaires, en plus de la somme de 2,50 € par dossier complet restitué et de l'indemnité forfaitaire de déplacement d'un montant de 100 € bruts. Il pourra également s'agir d'agents mis à disposition de la collectivité sur ces missions dédiées ou d'un recours à des activités accessoires. Les intéressés seront chargés, sous l'autorité du coordinateur communal, de distribuer et collecter les questionnaires complétés par les habitants par voie papier ou électronique, vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis, tout en veillant à se conformer aux instructions de l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE. Une formation de 2 demi-journées sera dispensée à cet effet la première quinzaine de janvier 2025, avec une tournée de reconnaissance entre ces 2 demi-journées de formation pour vérification des adresses des secteurs assignés et distribution des documents de communication sur la collecte. Il est également proposé au conseil municipal de désigner parmi les agents communaux du service de l'état civil un coordonnateur communal de recensement qui sera chargé de la préparation et de l'encadrement des agents recenseurs, un coordonnateur communal adjoint chargé de l'assister ou de le remplacer durant cette mission, un correspondant du répertoire des immeubles localisés qui sera chargé de la mise à jour du répertoire d'immeubles localisés nécessaires au recensement de la population et au calcul des populations légales, un correspondant de répertoire des immeubles localisés adjoint chargé de l'aider ou de le remplacer durant la campagne de collecte 2025. Projet de délibération. Après consultation de la première commission en date du 22 octobre 2024, les membres du conseil municipal décident de la création de 5 emplois contractuels non permanents d'agents recenseurs recrutés sur la période du 16 janvier au 22 février inclus, selon les modalités définies ci-dessus, intégrant également 2 demi-journées de formation et une tournée de reconnaissance qui seront dispensées durant la première quinzaine de janvier 2025. Les contrats seront établis sur la base d'un contrat d'accroissement temporaire d'activité en référence au grade d'adjoint administratif au premier échelon. Il est précisé que cette mission pourra également être confiée en interne à des agents de la collectivité ou dans le cadre d'une mise à disposition ou d'un recours à des activités accessoires. 2. Décide de la désignation du coordonnateur communal de recensement et de son adjoint, ainsi qu'un correspondant du répertoire des immeubles localisés et de son adjoint parmi les agents communaux. Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, autorise Monsieur le maire ou élu ayant reçu délégation à signer tout acte et document découlant de la présente délibération. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. C'est toujours vous. Création d'emplois au titre de la saison 2025. Considérant l'impact de la saison touristique lourdaise sur le fonctionnement de certains services, notamment en termes d'accroissement d'activité, il est proposé la création préalable de 4 postes affectés au service de la police municipale qui ne seront pourvus qu'en fonction du besoin réel des services en lien avec les activités programmées et la fréquentation,
et dont les périodes et durées d'embauche pourront être réévaluées. Police municipale. 4 postes d'agents de surveillance de la voie publique, ASVP, à temps complet, recrutés par contrat de droit public et rémunérés sur la base du premier échelon du grade d'adjoint technique, dont un poste sur la période du 1er mai au 31 octobre 2025 inclus et 3 postes sur la période du 15 juin au 15 septembre 2025 inclus. Ces agents pourront bénéficier des applications et dispositions des accords du personnel de la ville de Lourdes. On passe à cette délibération maintenant, car il faut à peu près 3 mois à la préfecture pour avoir une assermentation pour ces agents. Projet de délibération. Après consultation de la première commission en date du 22 octobre 2024, les membres du conseil municipal approuvent la création préalable de 4 postes à temps complet pour accroissement saisonnier, accroissement temporaire d'activité affectée au service de la police municipale pour répondre aux besoins de fonctionnement durant la saison 2025, qui ne seront pourvus qu'en fonction du besoin réel en lien avec les activités programmées et la fréquentation, et dont les périodes et durées d'embauche pourront être réévaluées. Précise l'inscription des crédits correspondant au budget, autorise M. le maire ou l'élu ayant reçu délégation à signer tout acte et document découlant de la présente délibération. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Le point 13, le point suivant, l'adhésion à la convention de participation prévoyance proposée par le centre de gestion est un excellent point pour toutes les collectivités, en particulier pour la nôtre. Vous avez la parole. Vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion des Hautes-Pyrénées, CDG 65, en date du 25 juin 2024, approuvant le choix de l'organisme assureur retenu pour la conclusion de la convention de participation relative au risque prévoyance pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030. Vu la déclaration d'intention de la ville de Lourdes de participer à la procédure de consultation engagée par le CDG 65 en vue de la conclusion d'une convention de participation sur le risque prévoyance. Vu l'avis du comité social territorial en date du 11 octobre 2024 relatif au choix de la convention de participation pour le risque de prévoyance, l'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021 et le décret numéro 2022-581 redéfinissent la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaires de leurs agents. Celle-ci devient obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour le risque prévoyance, pour un montant qui ne pourra pas être inférieur à 7 € par agent et par mois. L'article L827-7 du Code général de la fonction publique confie au centre de gestion une nouvelle mission obligatoire, à savoir conclure pour le compte des collectivités territoriales de leur ressort et leur établissements publics des conventions de participation couvrant les risques prévoyance et santé. Le CDG 65 a donc lancé le 15 avril 2024 une procédure de mise en concurrence afin de conclure une convention de participation pour le risque prévoyance au profit des collectivités et établissements publics du département des Hautes-Pyrénées et liens sollicités. À l'issue de cette procédure, le CDG 65 a souscrit une convention de participation pour le risque prévoyance auprès de Territoria Mutuelle pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2025. Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à cette convention par délibération de leur assemblée délibérante après consultation du comité social territorial. L'employeur devra également définir le montant de la participation financière accordée à chaque agent qui choisira d'adhérer au contrat proposé par Territoria Mutuelle en application à la convention de participation signée avec le CDG 65. L'autorité territoriale précise que l'adhésion des agents à cette convention de participation n'est pas obligatoire, que chacun décide d'y adhérer volontairement et de choisir son niveau de garantie. Néanmoins, à compter du 1er janvier 2025, la participation financière de l'employeur est attachée à la convention de participation. Ainsi, les agents qui ne souscriront pas ne pourront pas percevoir de participation, même dans le cadre d'un contrat individuel labellisé. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'adhérer à la convention de participation pour le risque prévoyance conclue entre le CDG 65 et Territoria Mutuelle à effet du 1er janvier 2025. L'offre de base et ses options se compose ainsi, dont vous avez au tableau, et la garantie de base obligatoire
Donc, le taux d'indemnisation est de 90% et le taux de cotisation de 1,51%. Taux qui est le plus bas sur le plan national. Le CDG a très bien négocié. Les taux de cotisation sont maintenus les 3 premières années de la convention de participation. L'option 1 vient en remplacement de la garantie de base. Les options 2 et 3 ne sont pas cumulables. Projet de délibération. Après consultation de la première commission en date du 22 octobre 2024, les membres du conseil municipal décident de l'adhésion de la ville de Lourdes à la convention de participation pour le risque prévoyance conclue entre le centre de gestion des Hautes-Pyrénées et Territoria Mutuelle avec effet au 1er janvier 2025. Valide l'offre de base présentée ci-dessus ainsi que ses options. Précise l'inscription des crédits correspondant au budget de la collectivité. Autorise Monsieur le maire ou l'élu ayant reçu délégation à signer tout acte et document découlant de la présente délibération et notamment tout document rendu nécessaire avec le CDG 65 et Territoria Mutuelle. Pas de questions. Ce qu'il faut noter, à titre d'exemple, à partir du 91e jour, un agent voit son traitement passer en demi. Et là, pour une cotisation de 1,51%, il sera rémunéré à hauteur de 90%. Sur les compétences, c'est la base obligatoire. Et ça peut aller un peu plus haut si on passe sur l'optionnel. Mais c'est quand même assez remarquable. Et je remercie le CDG, notamment son directeur, qui ont fait un travail de négociation énorme pour arriver à ce taux qui est le plus bas de France. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le minimum est de 7 €, mais ceux qui ne veulent pas souscrire ne sont pas obligés, mais ils ne pourront pas bénéficier de cette aide de la collectivité de 7 €. Soit bien clair. Voilà. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Nous arrivons, Monsieur Corsini. Nous vous rejoignons. Donc la délibération est adoptée avec Monsieur Corsini. Enfin, on clôture toujours le conseil municipal par le fameux TTE, donc le tableau théorique des effectifs, avec cette fois-ci une subtilité qui va nous amener encore un peu plus de clairvoyance sur le TTE. Vous avez la parole, Madame Carrère. Dans le tableau théorique des effectifs 2024, ce sont des modifications. Il est proposé au conseil municipal la modification du tableau théorique des effectifs permanents 2024 de la ville, tenant compte des éléments suivants. Dans le cadre du déroulement de carrière des agents et compte tenu des besoins des services, transformation des postes suivants. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a des avancements de grade, on n'est pas obligé de créer et de supprimer après, on peut simplement faire des transformations ou des modifications. Donc vous avez des exemples, adjoint administratif qui deviendra adjoint administratif deuxième classe, pardon. Il y a 3 postes et plus un poste à 20 heures. Adjoint administratif principal deuxième classe qui vient adjoint administratif première classe. Donc c'est toujours des avancements de grade. Donc vous avez toute la liste. Le nombre d'emplois théoriques permanents à temps complet et à temps non complet de la ville de Lourdes est maintenu à 299, 2 emplois à temps non complet et 4 emplois fonctionnels, ce qui donne 287 emplois permanents pourvus et 2 emplois fonctionnels pourvus. Après consultation de la première projet de délibération, après consultation de la première commission en date du 22 octobre 2024, les membres du conseil municipal approuvent les modifications apportées au tableau théorique des effectifs permanents 2024 de la ville de Lourdes, maintenant à 299 le nombre d'emplois théoriques à temps complet et à temps non complet, dont 2 emplois à temps non complet et à 4 le nombre d'emplois fonctionnels. Précise l'inscription des crédits nécessaires au budget principal, autorise Monsieur le maire ou l'élu ayant reçu délégation à signer tout acte et document découlant de la présente délibération. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Je vous remercie. Merci, Madame Carrère. L'ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est levée. Je vous remercie. Passez une bonne soirée.